Bon point. Bon point. Colonel, en ce qui concerne l'administration Trump, corrigez-moi si je me trompe, mais je ne vois pas Rubio être, vous savez, à la fois Anthony Blinken et Jake Sullivan en même temps. Il semble que Stephen Miller soit d'une certaine manière très influent dans cette administration et personne n'en parle. Qui est Stephen Miller? Et assume-t-il d'une manière ou d'une autre les responsabilités ou les fonctions de conseiller à la sécurité nationale du président? Je pense que vous avez mis le doigt sur un point important. D'un point de vue très académique, cela ne change peut-être pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai enseigné pendant 16 ans. Je me suis appuyé sur des recherches, des sources primaires et des documents d'après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, ainsi que sur ma propre expérience. J'ai également eu quelques entretiens avec le Dr Kissinger, dont un, en quelque sorte involontaire, lorsqu'il est venu parler à mes étudiants dans le district de Columbia. Les élèves l'ont tellement impressionné qu'il est resté longtemps pour discuter ensuite. Je dirais que ce qu'il m'a confié à l'époque au sujet du fait d'occuper les deux postes, c'est que c'était vraiment pénible. Il devait décider lequel il voulait garder, surtout lorsqu'un jour, un homme s'est approché de lui et lui a demandé « Quelle signature voulez-vous sur ce document ?» C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience des conflits qui existaient. Je pense que ce que je constate avec Marco Rubio, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de conseiller à la sécurité nationale. Il n'y en a pas. Je pense que d'autres remplissent ce rôle, peut-être Miller de temps en temps, peut-être même d'autres personnes que nous ne voyons pas, peut-être un membre du personnel supérieur ou quelque chose de ce genre. Mais Rubio ne le fait pas. Cela signifie donc que personne ne le fait vraiment. Du moins, personne d'important. Il n'y a aucune coordination du Conseil de sécurité nationale avec les groupes de travail interministériels qui alimentent le comité des adjoints, qui alimentent le comité des principaux, qui alimentent le président dans le cadre du NSC prévu par la loi. Il n'y a aucun processus. Tout cela repose sur des personnes qui agissent dans l'ombre, pour ainsi dire, auprès du président, lequel, comme l'a souligné l'ambassadeur, et je suis entièrement d'accord, devient de plus en plus dément. On se demande donc comment les décisions sont réellement prises et plus encore, comment elles sont exécutées dans cette administration, en dehors de l'armée. Car si l'on étudie la période d'après la Seconde Guerre mondiale en particulier, on constate une militarisation croissante du processus décisionnel et une influence abondante de l'armée sur celui-ci, y compris aujourd'hui. Avec le président des chefs d'état-major interarmés, qui est plus ou moins un membre de facto, non statutaire mais de facto, du Conseil de sécurité nationale, et qui participe certainement, de temps à autre, aux réunions des principaux responsables sur des questions clés concernant l'armée, c'est-à-dire à peu près tout désormais. Nous avons militarisé tout ce qui existe dans le monde. Hegseth exerce donc une influence démesurée à cet égard, tout comme le président des chefs d'état-major. C'est préoccupant. Et il n'existe aucun processus décisionnel, du moins aucun formel. C'est tout à fait exact, et cela explique en grande partie le comportement très erratique, imprévisible et contre-productif que nous observons à l'échelle internationale. Sous l'administration Eisenhower, Andy Goodpaster constituait à lui seul le personnel du Conseil de sécurité nationale. Il était le seul. Kennedy voulait être plus impliqué, alors il a fait venir 6 personnes, Walt Rostow, McGeorge Bundy et d'autres. Et ils ont essentiellement pris le contrôle du processus décisionnel au détriment de la bureaucratie permanente, ce qui nous a conduit au Vietnam. Au fil des années, le personnel du Conseil de sécurité nationale n'a cessé de s'élargir. Sous Biden, il comptait environ 600 personnes. Bien sûr, 600 personnes, c'est une petite armée. Il est pratiquement impossible de coordonner cela efficacement.
Ainsi, la fonction de coordination a énormément souffert, surtout compte tenu du manque d'inclination diplomatique de notre secrétaire d'État, Tony Blinken, à cette époque. Nous ne voulions parler à personne de quoi que ce soit de sérieux. Aujourd'hui, cependant, il n'y a plus de personnel du Conseil de sécurité nationale à proprement parler, et Larry a tout à fait raison. Il n'y a aucun processus d'élaboration de politique. Les politiques ne sont pas développées en s'appuyant sur l'expertise existante au sein du gouvernement fédéral, dans la mesure où celle-ci n'a pas été démantelée, ce qui est le cas assurément au département d'État. Et nous abordons tout comme un problème militaire. Il a parfaitement raison. Pete Hegseth, je ne pense pas que quiconque le ferait. Si vous vous souvenez d'Abraham Lincoln, lorsqu'on lui a dit qu'Ulysses S. Grant était un ivrogne, il a demandé quelle marque de whisky il buvait, car il voulait s'en procurer. Je ne pense pas que quiconque poserait cette question à propos de Hegseth. Il en a déjà plein, et c'est une saleté. Vous savez, monsieur l'ambassadeur et colonel, la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis sous l'administration Trump a été publiée. Dans ce document, la politique concernant l'Ukraine semble avoir quelque peu changé. Quelle est votre compréhension de cela? Permettez-moi de commencer avec vous, monsieur l'ambassadeur. Quelle est votre compréhension de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas une stratégie. C'est un ensemble de déclarations contradictoires et d'éloges pieux pour les remarquables réalisations du président en matière de maintien de la paix. Et en ce qui concerne l'Ukraine, la politique reste confuse. En théorie, nous essayons de produire une paix. En réalité, nous semblons nous concentrer uniquement sur un cessez-le-feu. J'ai remarqué que la dernière fois, après 5 heures passées avec Stephen Witkoff et Jared Kushner, Vladimir Poutine a en effet déclaré « J'apprécie ces conversations. Elles sont très utiles. » De toute évidence, ils lui ont donné une ligne directe avec Donald Trump. Mais il a ensuite ajouté « Bien sûr, ce problème ne sera résolu que par Sergei Lavrov et les diplomates professionnels, ce qui constitue une observation assez profonde sur l'état de la diplomatie américaine à l'heure actuelle. Il n'existe aucune paix que notre président prétend avoir obtenue qui soit en réalité une paix. L'Inde et le Pakistan ne sont pas en paix, autant que je puisse en juger. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, vous savez, étendent leur guerre au lieu de la réduire. La Thaïlande et le Cambodge ont recommencé à se bombarder mutuellement. Je ne remarque pas beaucoup de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il n'y a pas de paix en Asie de l'Ouest, entre Israël et les Palestiniens, Israël et le Liban, Israël et la Syrie, Israël et le Yémen, ou Israël et l'Iran. Où est la paix? Il n'y a pas de paix en Ukraine. Et je pense que l'autre chose que Vladimir Poutine a dite, ce qui est notable, c'est que s'il n'y a pas de processus de négociation, pas de processus diplomatique qui puisse aboutir à une résolution des différends ayant conduit à la guerre en Ukraine, alors ils s'en occuperont simplement par la force. Nous gagnerons sur le champ de bataille. Et tout cela, eh bien, je veux dire, nous savons tous par expérience qu'on ne peut pas regagner à la table des négociations ce qu'on a perdu sur le champ de bataille. Nous avons perdu la guerre en Ukraine et nous sommes tous dans le déni. Nous ne voulons pas l'admettre et nous laissons l'Ukraine être détruite en poursuivant cette guerre. Il existe bien sûr des différences importantes entre les Russes et les Ukrainiens sur les questions territoriales. Volodymyr Zelensky affirme désormais qu'il n'y aura aucune concession territoriale, ce qui est totalement irréaliste, car il a déjà perdu 20% du territoire ukrainien et il ne le récupérera pas. Alors que dit la stratégie de sécurité nationale à propos de l'Ukraine? Toujours la même chose. Carl, laisse-moi t'ennuyer un peu avec un peu d'histoire. Juste un instant.
remonte à environ 10 mois avant le 11 septembre, au début de 2001. Condi Rice, la conseillère à la sécurité nationale de l'époque, appelle Richard Haass, mon patron à ce moment-là, chef du Policy Planning Staff au département d'État, et lui dit « Rédige la nouvelle stratégie de sécurité nationale pour le président. Fais vite. » Alors il me convoque, ainsi que plusieurs autres personnes, et nous nous mettons à travailler d'arrache-pied. Nous envoyons un document qui a été validé au département d'État, au moins par le secrétaire adjoint. Je ne me souviens pas que le secrétaire lui-même l'ait vu, mais le secrétaire adjoint, Richard Armitage, s'occupait beaucoup de ce genre de choses en matière de planification politique. Et Condi nous fait rapidement savoir que c'est insatisfaisant. Eh bien, il n'y a pas eu d'autres commentaires après cela, si ce n'est qu'elle allait demander à son équipe de s'en charger. D'accord. Plus tard, Richard Haass, qui parlait avec Condi presque tous les jours, ils se connaissaient depuis longtemps, nous dit lors d'une réunion matinale que Condi n'était pas satisfaite non plus du travail de son équipe. Alors elle l'a externalisé. C'est ainsi que la stratégie de sécurité nationale de 2002, un document que Colin Powell disait ne pas valoir plus qu'un crachat, pour citer un autre monsieur, a vu le jour. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous dire avec une grande assurance que les personnes qui ont rédigé cette stratégie de sécurité nationale travaillent au Heritage. Elles sont dirigées par certains personnages de l'administration. Et voici, selon moi, ce que cette stratégie essaie réellement de dire, bien qu'elle soit, à bien des égards, incohérente. C'est comme si on disait « Nous rentrons à la maison, et nous faisons cela pour des raisons politiques internes. Nous allons convaincre le peuple américain que nous nous replions, blablabla. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est préparer nos forces pour affronter la Chine. Et vous remarquerez qu'en périphérie, nous resterons en mer de Chine méridionale. Nous resterons aux côtés de nos alliés dans cette région, et nous serons très fermes, particulièrement en mer de Chine méridionale. J'ai vu l'autre jour que c'est la mer la plus fréquentée du monde. Il y a plus de navires commerciaux qui la traversent que n'importe quelle autre étendue d'eau comparable, voire incomparable. C'est tout simplement immense en termes de commerce, et c'est principalement la Chine. Environ les 2 tiers du trafic sont chinois. Vous vous demandez comment la situation va évoluer maintenant si toutes ces lignes ferroviaires entrent en service, car cela réduirait considérablement les coûts d'expédition de la Chine depuis ses ports du Pacifique. Donc, si cette affaire en Europe se résout d'une manière ou d'une autre, qui permette au chemin de fer de fonctionner, et que celui qui longe le golfe Persique et d'autres régions modifie cette dynamique, alors quoi? Mais malgré tout, cette stratégie dit « Oh, nous allons affronter la Chine. Nous savons que nous allons affronter la Chine, et nous allons, vous savez, ménager nos ressources. Oh, et nous allons nous retirer de l'hémisphère occidental. » Vous savez, Nima, en Amérique du Sud, je pense que chaque pays d'Amérique du Sud commerce davantage avec la Chine qu'avec n'importe quel autre pays au monde, y compris les États-Unis. Alors, nous allons les en chasser. C'est ce que dit cette stratégie. C'est absurde, à mon avis. C'est absurde. Oui, et tu sais, tu as mentionné Henry Kissinger. Je dois admettre qu'à une époque, je me rendais au département d'État à moto. J'ai failli le percuter un jour dans le parking souterrain. L'histoire aurait été différente si j'avais pas freiné. Bref. Il avait une approche différente. Je ne sais pas si tu te souviens, Larry, de l'histoire où Winston Lord, lorsqu'il était à la tête de la planification politique, avait été chargé de rédiger un document de politique générale important. Il l'a remis à Henry Kissinger et n'a eu aucune nouvelle pendant une semaine. Alors il est retourné le voir et lui a demandé « Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous » Et Henry a répondu « C'est le meilleur que vous puissiez faire. » Lord était mortifié. Il a repris le document, l'a réécrit et l'a soumis de nouveau. Et Henry Kissinger a encore dit «
C'est le meilleur que vous puissiez faire. Lord a répondu oui. Et Henry a dit très bien, je vais lire. Et Henry brille. Je dois raconter mon histoire. Allez-y. Powell invite Kissinger à venir m'aider dans le district, comme je le disais, avec l'école où j'étais. Et Henry accepte. Et il vient dans le district pour parler à des jeunes de 12, 13 et 14 ans dans la bibliothèque. Le principal était tout excité. Et il y avait environ 400 personnes dans cette bibliothèque. Des enseignants, des directeurs des écoles voisines, tout le monde. Bref, Henry commence à parler avec cette voix grave qu'il avait, un ton un peu feutré, mais toujours clair. Et l'un de mes élèves de 13 ans, je me souviens de son nom, Tyrone, bondit sur ses pieds, la main levée en l'air. Kissinger le regarde et dit « Tu as une question ?» Et Tyrone répond « Ouais, dis-nous comment c'était. Allons droit au but. Comment c'était de travailler pour Tricky Dick ?» Kissinger n'a pas hésité une seconde. Il a donné une excellente réponse. Et les enfants ont été captivés après ça. Merveilleux.